Ce type cultive des ogres immortels pour des points. Un monstre qui, peu importe combien de fois vous le tuez, ressuscitera le lendemain, plus fort et plus rapide. Grâce à sa compétence, décapitation, il les abat d'un seul coup net et traite la chasse comme un entraînement. Avec les points qu'il gagne, il transforme un arbre flétri en un pommier impérial, et ses pommes se vendent à un prix fou. Mais il n'a pas toujours été aussi fort. Pour mieux comprendre l'histoire, revenons au tout début. La Terre se mourait et avait perdu toute la vitalité qu'elle pouvait fournir, et puis un certain être a révélé ce dont la Terre avait besoin. L'être absolu a conseillé d'envoyer des équipes dans un autre monde, et avec cela, des éclaireurs, qui sont maintenant considérés comme des héros, ont quitté la Terre pour d'autres mondes. Depuis les autres mondes, les éclaireurs sont capables de rapporter de nouvelles choses qui sont essentielles à la survie de l'humanité. Notre maître de cérémonie, Chonso, travaille comme jardinier et boueur, mais il souhaite lui aussi devenir un éclaireur. Après sa journée de travail, il se rend au centre de réunion des éclaireurs où une foule de personnes essaie d'obtenir des informations sur leurs proches. Il parvient à dépasser toutes les autres personnes qui sont là pour atteindre la réceptionniste. La réceptionniste vérifie son dossier et se rend compte que Chonsu n'a pas assez d'argent pour payer l'enquête qu'il demande. Il lui dit de revenir quand il aura enfin l'argent requis. Chonsu supplie l'homme de lui donner au moins quelques nouvelles, mais il est écarté par le client suivant. Chonsu n'a pas d'autre choix que de s'éloigner, et il rentre chez lui avec détermination. Apparemment, quand il était petit, son père était un vétéran de haut rang, aussi connu comme un rapatrié. Ils étaient toujours ensemble. Mais lorsque l'état de la Terre a empiré, il a été renvoyé en mission. Et depuis, il n'a plus revu son père. Après avoir attendu si longtemps, sa mère est également partie à la recherche de son mari. Mais au final, Chonsu s'est retrouvé tout seul. Il a tellement grandi que les souvenirs qu'il a avec eux ont commencé à s'estomper. Il n'arrive même plus à se représenter clairement leur visage. Soudain, une vive lumière dorée frappe l'extérieur de son appartement, laissant une vague massive qui le projette contre le mur. Il s'évanouit, et quand il se réveille, plusieurs heures se sont écoulées. Une alerte d'urgence est apparue sur son téléphone l'avertissant des turbulences et de l'éclair causé par la rentrée d'un rapatrié. Pour empirer la situation, un rapatrié de rang S annonce sa retraite, choquant tout le monde. Le type de rang S parle de son incapacité à protéger les éclaireurs qui l'accompagnaient. Il n'a pas non plus pu protéger son dieu, et à la fin, il est revenu seul, un échec. Le type dit qu'il ne peut plus envoyer d'équipe car il a perdu la capacité et la qualification pour le faire. Apparemment, le tremblement de terre et la lumière vive étaient le résultat de sa rentrée. Avec une voix brisée, le type annonce sa retraite tout en demandant à tout le monde de faire de son mieux pour protéger la Terre. C'est fondamentalement une mauvaise nouvelle pour tout le monde parce que la population de la Terre est tombée en dessous de 500 millions, ce qui rend difficile la formation d'éclaireurs de haut rang. Chonsu n'arrive pas à croire que le type a échoué dans sa mission, et il se retire également de celle-ci. Juste à ce moment-là, il entend frapper à la porte, et il se demande qui cela pourrait être. Il se lève et se dirige vers la porte, se demandant pourquoi il reçoit une visite car c'est très inhabituel. Il ouvre la porte et entend une voix l'appeler, mais il ne voit personne devant la porte. Juste au moment où il commence à croire qu'il devient fou, la voix lui demande de regarder vers le bas. Chonso regarde vers le bas et voit un lapin parlant mignon tenant une tablette et le regardant. Cela effraie tellement Chonsu qu'il tombe sur le derrière, mais le lapin continue simplement ses affaires, lui demandant s'il est Chonsu. Le lapin dit ensuite à Chonsu de calmer ses nerfs car il lui apporte de merveilleuses nouvelles. Le lapin sourit, félicitant Chonsu d'être devenu un éclaireur. Chonsu est choqué d'entendre cela, ce qui l'oblige à demander à nouveau au lapin s'il sait ce qu'il dit. Le lapin admet que Chonsu est probablement confus, mais il lui assure que cela n'enlève rien au fait qu'il a été choisi. Comme Chonsu agit de manière suspecte, le lapin suggère qu'il se déplace vers un autre endroit. Alors qu'il traverse un couloir inconnu, le lapin demande à Chonsu s'il a des compétences particulières parce que la plupart des gens en ont au moins une. Chonsu répond alors qu'il est le meilleur de la Ligue des déchets, c'est pourquoi il n'est même pas qualifié pour être un éclaireur. Cependant, il est plutôt doué pour tailler les arbres ou les fleurs. Le lapin est choqué jusqu'aux os quand il entend cela, et Chonso est également surpris que le type l'ait approché sans savoir qu'il ne vaut rien. Le lapin se calme ensuite en disant qu'il y a toujours une raison à tout. Il assure à Chonso qu'il est peut-être sans valeur, mais cela ne change rien au fait qu'il a été choisi. Chonsu est complètement époustouflé car il ne s'attendait jamais à se retrouver dans le centre d'envoi, ce qui signifie qu'une chance s'est enfin présentée à lui. Ils arrivent devant une très grande porte, et le lapin suggère qu'ils entrent pour continuer leur conversation. Avant que le lapin ne puisse continuer ce qu'il disait, Chonsu avait atteint la porte. Il essaie d'ouvrir la porte géante, mais pour des raisons évidentes, la porte ne bouge pas. C'est à ce moment-là que le lapin lui demande dégoûtamment ce qu'il fait avec la porte. Le lapin dit que l'entrée qu'ils vont utiliser est à sa droite. Chonsu ne veut pas en croire ses yeux quand il se rend compte que le lapin pointe vers une très petite porte, qui est une taille parfaite pour le lapin, pas pour les humains. Le lapin dit qu'il n'a jamais eu de problème à utiliser la porte, et Chonsu est obligé de lui rappeler qu'il est un putain de lapin. Croyant que le lapin est fou, Chonsu dit qu'il doit partir, et le lapin lui demande s'il est sûr de prendre la bonne décision. Le lapin lui rappelle qu'il a échoué à tous les tests qu'il a passés, mais qu'en fin de compte,
une rare opportunité s'est présentée à sa porte. Le lapin lui demande s'il pense qu'une opportunité comme celle-ci se présentera encore une fois dans sa vie. Le lapin essaie de dire à Chonsu qu'il n'essaie pas de le forcer parce qu'il est libre de partir si c'est ce qu'il veut vraiment. Après avoir entendu cela, Chonsu n'a pas d'autre choix que de ramper à travers le petit passage pour suivre le lapin jusqu'à son bureau lumineux et bien rangé. C'est choquant pour Chonsu parce qu'il s'attendait à un petit bureau. Le lapin lui dit alors qu'il existe un monde qui lui convient parfaitement. Chonsu est confus par cela, demandant s'il existe un monde différent qui convient à chaque personne. Le lapin l'informe qu'il existe un monde appelé prise de terre de type bloc, et qu'il y a un événement en cours. Les yeux de Chonsu s'illuminent de choc quand il voit cela, et le lapin suppose qu'il est au courant. Mais Chonsu dit que c'est la première fois qu'il en entend parler. Le lapin mentionne que le monde est le plus recherché ces derniers temps. Apparemment, le monde a la caractéristique unique de recevoir la protection divine d'un dieu. Chonsu s'intéresse de plus en plus à la chose quand il entend cela parce que le rapatrié a également mentionné un dieu. Le lapin remarque le changement d'expression, et il lui assure que le fait de l'avoir choisi n'a aucun lien avec l'événement récent. Chonsu demande alors au lapin de quel type de dieu il parle, et le lapin mentionne que les dieux sont attribués au hasard. Mais comme Chonsu est sa personne préférée, il pourrait tout aussi bien lui donner la chance de choisir le dieu qu'il veut. Le lapin sort alors 3 cartes, demandant à Chonsu s'il est prêt à choisir. Chonsu est confus par cela parce qu'il ne sait même pas laquelle des cartes est bonne ou mauvaise. Le lapin lui rappelle que cette opportunité pourrait ne plus se présenter, et Chonsu est d'accord avec lui. En repensant à son père, Chonsu est furieux d'hésiter. Chonsu choisit ensuite sa carte, et une représentation visuelle du dieu apparaît juste devant lui, le choquant. Ça lui fait une peur bleue. Et quand il regarde la carte qu'il a choisie, il se rend compte que c'est le dieu de la négation avec un taux de 44%. Le lapin l'exhorte à ne pas être lâche parce que tout ce qu'il vient de voir n'est qu'un effet théâtral. Le cœur battant la chamade, Chonsu est obligé de demander quel genre de dieu nécessiterait un effet qui l'envoie presque dans l'au-delà. De plus, Chonsu ne pense pas que ce dieu soit le bon choix pour lui parce que son nom seul est synonyme d'ennui. Chonsu se relève et demande nerveusement au lapin s'il a une chance de tirer à nouveau les cartes. Le lapin lui assure qu'il le peut, le choquant au final. Chonsu tire rapidement la carte, et comme avant, il tire à nouveau le dieu de la négation. Chonsu est furieux, et il commence à supposer que les tirages sont une arnaque parce qu'il est impossible qu'il obtienne le même dieu à chaque fois. Le lapin lui dit alors qu'il n'y a rien de mal avec les cartes. Chonsu est surpris de voir le lapin changer d'expression puis il lui dit qu'il n'a qu'une dernière chance de tirer une carte. Il exhorte Chonsu à choisir correctement cette fois-ci. Chonsu est frustré, et il espère juste choisir n'importe quoi, sauf le dieu de la négation. Il tire une autre carte, et cette fois une lumière verte vive apparaît, et le visage de Chonsu s'illumine d'espoir. Cette fois-ci, il a tiré une carte, qui est la déesse de l'abondance, mais elle a une probabilité de moins de 1%. Il est sur le point de se désintéresser quand il voit une représentation visuelle de la déesse, et, mon Dieu, elle est sacrément canonne. Même le lapin peut voir l'imagination pratique sur le visage de Chonsu. Le lapin sourit en demandant à Chonsu s'il aimerait une autre chance. Cela choque Chonsu parce que le type vient littéralement de lui dire qu'il lui donnait la dernière chance. Chonsu demande alors au lapin ce qui se passerait s'il se décidait pour la carte actuelle, et le lapin lui fait savoir qu'il devrait partir immédiatement. Chonsu est choqué d'entendre ça, et le lapin lui demande s'il y a une raison pour qu'il hésite. Il dit à Chonsu qu'il a une rare chance de passer de répartiteur à rapatrié. Le lapin commence à lui remplir la tête de douces imaginations sur la façon dont les gens le célébreront pour avoir été un héros. Le lapin lui dit qu'être un répartiteur lui donnera une très bonne vie qui est 10 fois meilleure que celle qu'il vit actuellement. Chonsu se rend compte que le lapin a raison parce que sa vie ne vaut rien de toute façon. Il prend sa décision, et le système l'informe qu'il a été choisi pour servir la déesse de l'abondance. L'image de la déesse lui est montrée, et c'est exactement ce qu'il imaginait dans sa tête. Chonsu sourit, croyant qu'il serait capable de tout faire s'il était avec une telle déesse. Chonsu demande alors au lapin où il est censé aller. Le lapin ouvre un portail en disant qu'il est temps pour eux d'y aller. Mais juste à ce moment-là, il pousse Chonsu directement vers le portail. Chonsu a peur, demandant au lapin s'il est vraiment sûr pour lui d'entrer dans le portail. Le lapin se moque de lui en disant que le portail est magnifique, mais pour Chonsu, il regarde un piège mortel évident. Néanmoins, il n'a pas l'intention de reculer car il prévoit de réussir pour montrer à ses détracteurs qu'ils sont des déchets. Pendant qu'il est occupé à penser à comment il va réussir, le lapin le pousse dans le portail. Juste à ce moment-là, une voix gronde le lapin pour être intervenu directement dans l'affaire alors qu'il sait que c'est tout à fait interdit. Le lapin répond qu'ils n'ont pas le choix parce que Chonsu est le seul qui peut aider. En se faisant aspirer dans le portail, Chonsu aperçoit l'écran de chargement, et une astuce apparaît, lui disant que le pourcentage signifie la taille de la faction du dieu. Cela choque Chonsu jusqu'à la moelle parce qu'il pensait que le pourcentage était une probabilité, mais il s'est avéré que c'était quelque chose de pire. Chonsu arrive finalement dans son nouveau monde avec la douleur d'apprendre quelque chose de si crucial. Il regarde autour de lui pour voir que partout n'est pas loin d'un terrain vague. En plus de la déesse n'ayant pas de faction, il s'est retrouvé dans une terre vouée à l'échec. Voyant cela, des larmes coulent de ses yeux, et il en conclut qu'il est foutu. Chonsu s'attendait à une terre abondante,
mais tout ce qui le regarde n'est qu'un terrain vague. La fenêtre du système s'ouvre à nouveau, souhaitant la bienvenue à Chonsu dans le monde du creusement. Il dit à Chonsu qu'il est l'apôtre de la déesse, et qu'il est tenu d'obtenir autant de droits fonciers que possible en creusant. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, il pense d'abord à regarder autour de lui. Il comprend qu'il doit trouver la déesse, et il tombe soudainement sur une vieille faucille minable. Il se demande si quelqu'un l'a utilisée puis l'a jetée. Comme c'est un jardinier, la faucille correspond parfaitement à sa main. Soudain, il ressent une présence écrasante derrière lui, et la peur le saisit qu'un monstre est sur le point de le dévorer. La peur traverse son corps quand il se rend compte qu'il n'a même pas encore rencontré la déesse, et qu'un monstre est sur le point d'en faire son repas. Chonsu en conclut que la mort est la dernière chose qu'il souhaite pour le moment. Il décide de menacer le monstre en balançant sa faucille. Il se retourne et la balance très fort, pour voir qu'il n'y a pas de monstre mais un hamster mignon qui le regarde fixement. Chonsu s'accroupit pour regarder le hamster, et il peut clairement voir qu'il n'a aucun sentiment d'hostilité envers lui. Soudain, il lui traverse l'esprit qu'il pourrait obtenir un bonus pour avoir éliminé le hamster, et le hamster hurle à plein poumon de peur. Chonsu sourit parce qu'il a réussi à embêter le hamster. Il décide de le laisser vivre tant qu'il ne lui cause aucun problème. Soudain, le hamster se retourne pour partir. Le hamster s'arrête à une certaine distance, faisant signe à Chonsu de le suivre. Chonsu court alors après le hamster, qui est assez rapide pour sa taille. Chonsu se demande où ils vont jusqu'à ce qu'ils atteignent un ruisseau, où Chonsu ne perd pas de temps à chercher de l'eau dans sa bouteille pour boire. Il se sent très rafraîchi, et il demande au hamster s'il sait où séjourne la déesse. Le hamster essaie de lui répondre, mais leurs techniques de communication diffèrent l'une de l'autre. Le hamster continue de bouger à nouveau, et Chonsu le suit, attendant de voir où le hamster le mène. Quelques instants plus tard, ils arrivent à un immense arbre qui s'est asséché comme les arbres sur terre. Chonsu marche sur un ginseng sculpté, le choquant. Il se demande ce qu'un ginseng fait dans un endroit aussi minable, mais le hamster arrache soudainement le ginseng à Chonsu. Chonsu est confus car il croit que le ginseng est pour le hamster. Juste à ce moment-là, la notification s'affiche, disant à Chonsu qu'il a découvert la déesse. Chonsu croit que le système bug parce qu'il n'a vu la déesse nulle part. Chonsu est en train de divaguer à ce sujet quand le hamster lui attrape la jambe, et il suppose que le hamster se moque de lui. Il attrape le hamster, lui disant qu'il est occupé et qu'il n'est pas prêt à jouer. Cependant, l'expression du hamster dit à Chonsu quelque chose d'important qu'il a manqué. Dans la surprise la plus inattendue, le ginseng flétrit est la déesse. Chonsu ne veut pas croire ça parce que la déesse qu'il a vue était assez généreuse, et il est impossible qu'elle se soit ratatinée en une vilaine racine de ginseng. Comme il n'est pas prêt à en croire ses yeux, le hamster sort une loupe pour qu'il le regarde à travers, et c'est à ce moment qu'il accepte enfin la réalité. Il se tient la tête, douloureux, car la prise de terre et le pourcentage qu'il a vu n'étaient qu'un avant-goût de sa situation future. Chonsu se souvient que les chiffres augmentaient lorsqu'il tirait les cartes, ce qui signifie que l'influence du dieu grandissait à ce moment-là. Chonsu n'arrive pas à croire que le dieu de la négation était en fait une bonne carte, et c'était dur à croire vu qu'elle sortait assez souvent. Chonsu se demande si la déesse s'est ratatinée parce que son influence a complètement diminué. Chonsu fixe la déesse, se demandant pourquoi elle ne se réveille pas. Il commence à craindre d'avoir complètement tué la déesse en marchant dessus, mais le hamster le regarde juste comme un idiot fini. Il réalise alors qu'il pourrait réveiller la déesse s'il lui donnait de l'eau. Il verse de l'eau sur elle, et étonnamment, un effet vert vif émerge du corps du ginseng. Cela indique à Shin déçu que l'eau fonctionne, et il continue à lui donner de l'eau. Il noie la déesse dans l'eau, restaurant finalement le sens de la déesse. La déesse se noie presque dans l'eau, et elle commence à souhaiter que Chonsu s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. La déesse revient enfin à la vie, et Chonsu célèbre ses compétences agressives en matière de RCR. Le hamster est également heureux que son maître soit de retour à la vie. Juste à ce moment-là, Chonsu s'incline devant la déesse, lui offrant ses salutations et lui disant qu'il est son apôtre. La déesse parvient à s'asseoir pour regarder son apôtre. Chonsu est totalement perdu quant à ce qu'il doit faire jusqu'à ce que la notification de la fenêtre apparaisse, lui disant qu'il peut devenir plus fort en utilisant ses compétences. Chonsu est surpris car il ne savait pas qu'il existait des compétences facilement disponibles pour lui. Il voit l'une des compétences, qui est la bénédiction de la déesse. Et même s'il n'y a aucune description de ce que fait la compétence, Chonsu suppose que c'est pour rendre les cultures magnifiques. Juste à ce moment-là, il l'applique, et il réalise que la bénédiction s'appelle décapitation. Cela choque Chonsu car décapitation signifie essentiellement couper une tête. Il ne veut pas s'imaginer couper des têtes juste pour vivre une vie abondante. Cependant, il conclut qu'il est impossible que la déesse de l'abondance lui accorde une compétence aussi violente. Chonsu se tourne vers la déesse pour lui demander s'il est vraiment censé couper la tête de quelqu'un, et la réaction de la déesse le déroute. Il en conclut alors qu'il n'y a rien d'autre à faire que de décapiter quelqu'un. Chonsu commence à réfléchir aux nombreuses choses que cela pourrait impliquer, puis il lui vient soudain à l'esprit que le hamster pourrait être mûr pour la décapitation. Le hamster est occupé à célébrer le retour de la déesse, ignorant que Chonsu le regarde avec les yeux les plus mauvais qui soient. Le hamster se retourne pour voir Chonsu entièrement armé et prêt à le transformer en 2 morceaux.
Juste avant que la faucille ne puisse frapper, le hamster prend la fuite. Chonsu continue sa poursuite, et réalisant qu'il n'y a pas d'issue, le hamster se cache derrière la déesse. Chonsu dit calmement au hamster qu'il n'est pas content de ce qu'il est sur le point de faire, mais que c'est pour le bien de la déesse. Soudain, le hamster et la déesse commencent à paniquer. Et quand Chonsu se retourne, il voit une créature terrifiante se tenir derrière lui. Chonsu remarque également que le hamster a sauté devant la déesse, et c'est alors qu'il réalise que le hamster n'était pas un monstre après tout. Chonsu admet son erreur et comprend qu'il doit réparer son erreur en battant le vrai monstre qui se tient devant lui. Cependant, la question de savoir s'il peut le faire reste une chose. Néanmoins, Chonsu est un type courageux, et il charge le monstre avec la faucille à la main. Et grâce à la compétence de décapitation, il peut voir exactement où il doit couper. Il active la compétence de décapitation, et il bondit sur le monstre, balançant la faucille si fort qu'elle abat le monstre en un seul coup. Le hamster et la déesse sont sous le choc quand ils voient ça. Chonsu revient nonchalamment vers la déesse comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Chonsu s'incline ensuite devant le hamster pour l'avoir pris pour un monstre et l'avoir presque envoyé 6 pieds sous terre. Il demande au hamster de lui pardonner, et le hamster sourit avant de donner un coup de pouce à Chonsu pour lui faire savoir qu'il ne lui en veut pas. Chonsu est heureux de voir ça, et il donne un nom au hamster, Hamstol. Le nom sonne si bien au hamster qu'il commence à rougir fort à cause de ça. Juste à ce moment-là, la notification Windows réapparaît, informant Chonsu que la tête du monstre sera automatiquement transportée en raison de l'effet de la compétence. C'est alors que Chonsu apprend enfin le nom du monstre qu'il a tué, qui est l'ogre immortel. Parce qu'il a vaincu un ogre, un compteur de tuer apparaît également pour lui montrer qu'il peut en tuer autant qu'il le souhaite. Chonsu est surpris que le monstre soit connu sous le nom d'ogre immortel alors qu'il n'y a rien de vraiment immortel à ce sujet. Le système affiche une autre notification, informant Chonsu que l'offrande transportée appartient désormais à la déesse. Chonsu se tourne pour regarder la déesse, et il réalise que la déesse est devenue encore plus fraîche qu'avant. Il vient à l'esprit de Chonsu que s'il continue à travailler dur et à éliminer les monstres, cela aidera à son tour la déesse à retrouver sa meilleure forme. Motivé à voir le corps chaud de la déesse, Chonsu s'enfuit pour trouver plus de monstres à tuer. Il tombe bientôt sur une horde d'ogres immortels. Il reçoit un autre conseil selon lequel il existe des points non identifiés qui ne peuvent être utilisés que par le système mondial, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être échangés entre des individus. Chonsu est surpris car il ne savait pas quand il avait acquis les points. Néanmoins, c'est une bonne chose pour lui, et il comprend que se débarrasser des ogres est la prochaine chose sur sa liste. Chonsu est content de pouvoir manier la compétence de décapitation car cela lui permet de tuer facilement les ogres. Chonsu se précipite vers les ogres, activant la compétence de décapitation, et il les abat d'un seul coup. Un autre conseil apparaît, lui disant qu'il peut acquérir des points en tuant des monstres. Chonsu considère cela comme un feu vert pour tuer autant de monstres qu'il le peut car le système vient de lui donner le feu vert. Chonsu a déjà vaincu 4 ogres immortels, et il pense en tuer environ 100 juste pour le plaisir. Après avoir vaincu la première vague de monstres, Hamstal célèbre sur l'épaule de Chonsu comme si c'était lui qui avait vaincu les monstres. Chonsu demande alors pourquoi le monstre est appelé un ogre immortel alors qu'il meurt trop facilement pour quelque chose qui devrait être éternel. Puisque personne ne peut encore répondre à sa question, il comprend qu'il obtiendra la réponse à sa question s'il continue à vaincre les monstres. Chonsu retourne à l'arbre pour trouver la déesse encore plus belle qu'avant. Chonsu sourit car les faits arrivent plus vite qu'il ne le pensait. Il est excité de voir la déesse retrouver sa forme originale. La déesse pointe alors vers l'énorme arbre, laissant Chonsu confus quant à ce qu'il est censé faire. Il lui vient alors à l'esprit que la déesse demande à être soulevée dans l'arbre. Chonsu aide la déesse à se relever, mais la déesse lui fait signe. Le système lui dit alors qu'il peut utiliser la bénédiction de l'abondance, mais chaque compétence consomme des points. Chonsu touche l'arbre et active la bénédiction de l'abondance. Il y verse tous ses points de compétence, et avec l'aide de la compétence, il rend l'arbre à nouveau abondant. Quand il a terminé, il est surpris de voir que l'arbre est un pommier, et il y a des pommes qui pendent partout. Il cueille l'une des pommes qui a l'air vraiment géante. Même s'il n'a jamais vu de pomme auparavant, quelque chose lui dit qu'elle ne devrait pas être aussi grosse. Même s'il est tenté de croquer dans la pomme, il décide d'offrir la première récolte à la déesse. La déesse accepte le fruit, et à son grand choc, la déesse absorbe la pomme en quelques secondes. Cela laisse Chonsu s'interroger sur la possibilité de ce dont il vient d'être témoin. Il réalise que la déesse est assez puissante et comprend qu'il vaut mieux ne pas se la mettre à dos. Chonsu saute sur l'arbre pour attraper une grappe de pommes pour qu'Hamstal et lui puissent manger. Chonsu comprend qu'il doit être plutôt fort parce que la déesse qu'il sert ne plaisante pas. Chonsu croque dans la pomme et il est surpris de voir à quel point elle est délicieuse. Pendant qu'il savoure tranquillement sa pomme au petit déjeuner, la déesse, de son côté, se demande comment Chonsu a pu vaincre plusieurs monstres en une seule journée. De plus, il a été capable de donner vie à un arbre aussi géant en une seule journée. Une sensation froide traverse le corps de la déesse alors qu'elle commence à se demander d'où un garçon monstrueux comme Chonsu a pu émerger. En plongeant profondément dans l'histoire d'abondance, elle était en charge de la nourriture, et c'était une force avec laquelle il fallait compter en raison des produits agricoles de haute qualité qu'elle offrait. Cependant,
lorsque le dieu de la corruption a commencé à absorber d'autres factions, Abondance n'a eu d'autre choix que de s'enfuir parce que le pouvoir de la corruption devenait trop massif. Pour survivre, Abondance a abandonné son commerce et a eu recours à la chasse aux monstres, mais ses forces étaient inaptes au combat. À cause de cela, ils ne pouvaient gagner aucune bataille, et en dernier recours, ils ont modifié leurs compétences pour faire autre chose. Cependant, cela ne garantissait pas la survie d'Abondance. Fondamentalement, la compétence de décapitation que Chonsu pense servir à couper la tête des monstres est en fait une compétence pour aider les subordonnés d'Abondance à ramener les têtes d'animaux ou de monstres morts. Parce que ces subordonnés étaient mauvais au combat, ils ne pouvaient faire de leur mieux. Rien qu'en regardant Chonsu, la déesse est paralysée de peur parce qu'il est complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle se demande pourquoi Chonsu l'a choisi, mais néanmoins, elle arrive à la conclusion que Chonsu lui appartient désormais. Chonsu essaie d'attraper un autre fruit de pomme quand la déesse s'accroche à sa jambe, et cela effraie Chonsu qui croit que la déesse essaie de l'absorber. Mais la déesse essaie seulement de le serrer dans ses bras pour le remercier pour tout jusqu'à présent. Plus tard, la déesse s'endort, et Chonsu la pose sur l'autel pour dormir, mais un fort coup de tonnerre retentit de nulle part. Chonsu craint que cela ne réveille la déesse, mais à sa grande surprise, la déesse reste profondément endormie. À ce moment-là, Chonsu réalise que les pommes seules ne suffiront pas à le sustenter. Et à ce moment-là, le système l'informe que l'événement de livraison est maintenant en cours. Chonsu est surpris de voir que quelque chose comme ça existe. Cependant, pour effectuer une livraison, il doit être capable de contacter ceux qui sont de retour sur Terre. Cependant, il remarque que Amstel est également fatigué, et il le pose à côté de la déesse. Il recouvre même les deux de feuilles pour servir de couverture. Pendant ce temps, à la société de commerce de réincarnation, Azujin, l'apôtre de la réincarnation, fait irruption dans le bureau de son patron pour le gronder de lui donner plus de travail alors qu'elle est déjà occupée comme elle l'est. Il s'avère qu'ils ont reçu l'ordre de livrer des pommes. La commande indique également qu'il n'y a pas d'argent impliqué, ce qui signifie qu'ils vont troquer des pommes en échange de biens. Azujin crie à son patron en lui demandant si elle a fait quelque chose de mal, et il décide de la punir avec cette corvée, mais son patron dit non. Son patron lui dit que le voyage d'affaires pour obtenir les pommes est en fait bon pour elle parce qu'elle n'aura pas à travailler, et cela lui servira de pause. Son patron lui dit que rester au bureau signifie plus de travail pour elle, et il l'encourage à utiliser le voyage pour se vider un peu la tête. Izujin se dispute avec lui, disant qu'il n'y a personne d'autre à envoyer en voyage, c'est pourquoi il l'envoie elle. Son patron glousse nerveusement parce qu'elle pourrait avoir raison avec sa déduction. Son patron l'encourage à se dépêcher parce qu'elle pourrait bien découvrir quelque chose de chanceux lors du voyage. Il lui fait signe au revoir, en espérant que quelque chose de bien ressortira du voyage. Azujin vérifie les journaux de commande et réalise qu'il y a un tas de livraisons qu'elle doit faire, et elle espère que cela en vaut la peine, sinon il va y avoir un gros problème. Pendant ce temps, Chonsu a rassemblé des pommes en préparation de la livraison. Pendant que Chonsu rassemble les pommes, Amstol s'en donne à cœur joie avec elle. Chonsu le trouve bientôt en train de grignoter les pommes, et il l'attrape en lui disant d'arrêter de jouer avec les pommes. Il lui dit que les pommes sont pour le commerce parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un plus tard dans la journée. Puisque le livreur viendra de loin, Chonsu comprend qu'agir cool le premier jour laissera une bonne impression sur qui que ce soit. Selon les informations qu'il a obtenues lors de la signature de l'événement de livraison, il a découvert que le monde est vraiment divisé en blocs, et que l'événement de grande convocation de la conquête du territoire de blocs est en cours. Même si cela apparaît comme une terre ordinaire, il y a un mur au bord, et pour se déplacer vers un autre bloc, un ticket de mouvement est nécessaire. Chonsu comprend qu'il n'y a vraiment rien autour de lui, et qu'il lui faudrait une semaine entière pour atteindre le village le plus proche. Chonsu est content que la livraison ne prenne que 2 jours. Même si c'est assez rapide, Chonsu s'en fiche tant qu'il reçoit ses sacs de couchage assez rapidement. De plus, il a commandé un coussin pour que la déesse puisse dormir dessus. Chonsu vise à augmenter l'affection de la déesse au maximum pour s'assurer de ne pas se la mettre à dos. Chonsu remarque également que les ogres immortels se sont montrés d'eux-mêmes depuis la veille, ce qui est une bonne chose pour lui. Il a finalement compris dans le nom que l'immortel est plus ou moins un terme de renaissance. Néanmoins, Chonsu s'en fiche tant qu'il peut en éliminer autant qu'il le peut tout en cultivant des points. Pendant qu'il se bat avec les monstres, il se fait presque écraser par derrière, mais il réussit à esquiver. C'est à ce moment-là qu'il réalise que les monstres sont devenus légèrement plus rapides. Il suppose que les monstres deviennent plus forts tout comme les compétences le font. Même avec cela, Chonsu ne ressent aucun danger venant d'eux, quoi que ce soit. Pendant qu'il élimine les monstres, Azujin regarde depuis le ciel, et elle a la même réaction que tous ceux qui ont vu Chonsu affronter les monstres. Tout ce qu'elle voit, c'est un type fou surpuissant qui mange des monstres au petit déjeuner. Apparemment, l'ogre immortel était autrefois considéré comme la principale cible de chasse pour la plupart des répartiteurs parce qu'il fournissait plus de points que les monstres ordinaires. Cependant, peu importe le nombre de fois où il était tué, il ressuscitait toujours le lendemain, plus fort qu'avant. Même si le répartiteur déplaçait son bloc, il continuerait à le poursuivre, ce qui en fait le monstre le plus persistant. De plus, il laisse généralement une malédiction sur sa cible, lui donnant la chance de l'épuiser jusqu'à ce qu'elle finisse par s'effondrer.
En fin de compte, c'est devenu une créature que tout le monde évite. Cette même créature est ce que Chonsu abat comme du papier de soie. Azujin commence à se demander si Chonsu est si imprudent qu'il ne se soucie même pas des représailles du monstre. Azujin remarque également que Chonsu ne purifie même pas les monstres vaincus. Avec tout ce qu'elle a vu, elle suppose que Chonsu est un maître d'armes, mais alors elle se demande pourquoi un maître d'armes cueillerait des pommes parmi toutes les choses qu'il peut cueillir. Azujin conclut que Chonsu n'est pas un maître d'armes intelligent, mais pour éviter sa colère, elle croit qu'il serait préférable de traiter avec lui de la manière la plus douce possible. Après avoir abattu la horde d'ogres immortels, Chonsu réalise qu'il a gagné une tonne de points et que cela augmente également de façon exponentielle. Grâce à la bénédiction, une pomme coûte maintenant 1000 points. Chonsu comprend qu'atteindre 100 ne sera pas un problème pour lui. Il se demandait pourquoi il y avait un sanctuaire dans la région en premier lieu, mais il semble que ce soit une aubaine pour lui. À ce moment-là, Azujin s'approche de lui, et elle s'incline humblement devant lui. Elle se présente, révélant qu'elle vient de la société de commerce et qu'elle est venue avec la livraison de Chonsu. Chonsu serre avec enthousiasme les mains de Azéojin, en disant qu'il est en fait impressionné qu'elle ait réussi à trouver le bloc à sa première tentative. Au fond, Azéojin a peur parce que Chonsu est un type puissant, et elle doit faire très attention à ne pas se le mettre à dos. À ce moment-là, elle aperçoit le hamster, et cela attire son attention parce qu'il a l'air si moelleux qu'elle a envie de le serrer dans ses bras. Chonsu remarque l'empressement sur son visage, et il lui demande si elle se sent mal, mais elle répond qu'elle se sent bien. À l'insu de Chonsu, Azéojin a juste hâte de toucher le hamster. Chonsu dit alors à Izojin de le suivre pour qu'il puisse la conduire là où se trouvent les pommes. En arrivant là, l'odeur des pommes attire son attention, et elle ne peut s'empêcher de le dire à voix haute. Chonsu est d'accord avec elle, disant que les pommes ont très bien poussé. Izojin n'arrive pas à croire que le grand arbre devant elle soit un pommier. Chonsu cueille une des pommes et demande à Izojin si elle voudrait bien la goûter. Izojin ramasse les pommes, et leur taille énorme la choque. Cependant, elle ne s'attend à rien de formidable parce que quand un fruit devient trop gros, la douceur en pâtit. Elle s'attend à être déçue, mais dès qu'elle en croque un morceau, elle est transportée dans un état de saveur inimaginable. Izojin se rend compte que la pomme est très sucrée, et l'acidité est également équilibrée. Elle pense que la pomme se vendrait au moins 100 000 pièces d'or à cause de son goût sucré. Izojin demande ensuite à Chonsu de confirmer s'il a fixé un prix de 2000 pièces d'or pour les pommes, et Chonsu dit oui. Azujin informe Chonsu que le prix qu'il a fixé pour la pomme est tout à fait absurde, et Chonsu pense qu'elle dit que les pommes sont trop chères. Chonsu demande nerveusement à la dame combien elle serait prête à acheter les pommes. Azujin choque Chonsu quand elle lui dit qu'il devrait en obtenir au moins 20 000 pièces d'or par pomme. Chonsu devient presque fou quand Azujin révèle que cela pourrait même dépasser 30 000 s'il les fournit à un grand magasin. Chonsu n'en croit pas ses oreilles. Et même si Azujin aurait pu le frauder, elle pense que ce ne serait pas bien de perdre un client potentiel à long terme. De plus, elle n'est pas encore prête à mourir parce qu'elle croit que ce sera son destin si Chonsu le découvre un jour. Azujin dit ensuite à Chonsu que les pommes ne sont pas que des pommes, mais le tout premier type de pomme qui a un goût unique qu'elle n'a jamais goûté auparavant. Azujin avoue que la pomme a plus de valeur que n'importe quelle spécialité régionale qu'elle connaît. Pour ne pas trop en faire, elle suggère de simplement la fixer à 20 000 pièces d'or pour le moment. Elle sort un contrat officiel disant à Chonsu que le reste du paiement sera également réglé une fois qu'il aura signé le contrat. Chonsu prend le stylo et examine le contrat pour voir ce qu'il implique. Une fois qu'il voit que c'est quelque chose qui lui est favorable, il sourit. Cependant, il suggère de modifier une section particulière du contrat. Azujin est surprise quand elle se rend compte que le pourcentage de part de l'entreprise a augmenté. Chonsu lui fait savoir que ce n'était pas une erreur, mais qu'il a fait ça parce qu'il aimerait construire une relation durable avec Izojin. De plus, Izojin a été honnête avec lui sur la valeur des pommes. Chonsu tend la main pour la serrer, et cela la choque. Elle remercie ensuite Chonsu d'avoir accepté le contrat, et elle lui remet les articles qu'il a commandés. Parmi les choses qu'il a commandées, il y a des graines, des provisions de nourriture et des outils de cuisine. De plus, il y a un œuf familier qui est un cadeau commémoratif de la société commerciale. Izojin lui assure que cela l'aidera avec son agriculture. Elle remet les œufs à Chonsu et dit qu'il pourrait même ne pas en avoir besoin parce qu'il en élève déjà un. Chonsu est surpris parce qu'il ne peut pas voir le dit familier qu'il élève. Izojin pointe ensuite vers Amstal, croyant que Amstal est le familier de Chonsu. Izojin lui dit ensuite que plus il verse de points dans l'œuf, plus il sera fort quand le familier éclora. Cependant, elle l'exhorte à être prudent car s'il en fait trop, l'œuf se fissurera, ce qui entraînera un échec automatique. Elle ajoute que Chonsu devrait s'arrêter une fois que l'œuf commence à trembler. Après les instructions, Chonsu dit à Azujin qu'il devra peut-être simplement essayer pour avoir une idée parfaite de la chose. Azujin s'enquiert de la récolte prévue et du calendrier des pommes, et Chonsu dit qu'une journée devrait suffire. Cela choque Azujin parce qu'ils vont recevoir des approvisionnements quotidiens de pommes. Après leur brève, longue et ennuyeuse conversation, ils établissent le calendrier, les chiffres et les dates de visite. Une fois que tout a été réglé, ils concluent la première partie de leur accord. Après le départ de Azujin, Chonsu s'approche de la déesse pour la remercier d'être restée cachée quand Azujin était là.
Chonsu regarda les nombreuses fournitures qu'il avait obtenues et n'arrivait pas à croire que les ventes de pommes étaient lucratives. Néanmoins, il sait qu'il doit tout à la déesse. Juste à ce moment-là, il aperçoit la déesse en train d'enlacer les œufs, et il se rend compte qu'il pourrait devoir faire éclore les œufs plus tôt. Cependant, il va avoir besoin de plus de points s'il veut faire ça. Pour ce faire, il se rend compte que tuer plus de monstres est la voie à suivre. Chonsu est fier de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent, mais il n'est pas assez illusoire pour ne pas savoir qu'il y aura des difficultés à venir. Même avec cette pensée, Chonsu n'a pas peur parce qu'il est fait pour affronter les défis. Quand Asojin retourne à la société commerciale, elle raconte à son patron tout ce qu'elle a vu. Elle dit à son patron que Shizun est définitivement coréen, mais elle suppose qu'il est membre des factions de combat. Son patron est surpris qu'une personne orientée vers le combat soit capable d'élever une si bonne quantité de pommes. Asojin révèle que Chonsu a abattu des monstres morts-vivants avec juste une faucille rouillée, et il ne visait que leur tête. Le patron d'Isoejin pense que le type pourrait vouloir devenir un maître d'armes en se mettant dans une situation difficile, tout comme le type Rohan l'a fait. Le patron d'Isoejin dit ensuite qu'il serait préférable pour eux de garder Chonsu caché plutôt que d'assigner des gardes à son poste, et Isoejin est d'accord avec ça. Tout en disant ça, le type ne cesse pas de grignoter les pommes tranchées devant lui jusqu'à ce que Isoejin lui attrape la main, lui rappelant qu'ils sont supposés les manger ensemble. De retour dans le monde de l'abondance, Chonsu verse déjà des points dans les œufs pour essayer de les faire éclore. Il se demande s'il va obtenir un monstre mignon ou fort des œufs. Juste à ce moment-là, l'œuf se fissure, laissant une lumière vive, et Chonsu croit qu'un familier de rang SS va sortir de l'œuf. Le sourire de Chonsu s'évanouit complètement quand il voit un poussin sortir de l'œuf. Il n'arrive pas à croire que tout le battage médiatique était juste pour un gros poulet alors qu'il espérait avoir un ouvrier. Il commence à se demander quoi faire avec le poussin, et la première chose qui lui vient à l'esprit est d'élever le poussin pour le manger. Cependant, il hésite parce qu'il ne peut pas simplement cuisiner et manger un poussin dans lequel il a versé 120 000 points. Parce qu'il essaie de ne pas trop s'attacher, il décide de lui donner le nom d'Harry. Juste au moment où il essaie de se familiariser avec Harry, l'autre œuf commence à éclore aussi. Tout comme avant, Chonsu est surexcité car il croit que cela va s'avérer être un ouvrier. Cependant, son visage s'effondre de déception quand un cochon sort de l'œuf, et Chonsu ne perd pas de temps à donner au cochon le nom de Doji. Chonsu est extrêmement déçu, ce qui l'amène à se demander pourquoi il ne reçoit que des ingrédients. On lui a dit qu'il allait obtenir un familier, mais à ce stade, il pense qu'il a été arnaqué. Juste à ce moment-là, Harry et Doji s'approchent de la déesse pour la saluer, et la déesse exhorte les deux à lui pardonner de ne pas avoir réussi à les protéger jusqu'à la fin. Les deux s'excusent également de ne pas avoir été en mesure de servir leur déesse comme ils auraient dû la servir. La déesse apprécie leur honnêteté, mais leur dit qu'il y a quelque chose dont ils doivent faire attention, et c'est son apôtre. Elle dit aux deux que Chonsu ne sait pas qu'ils sont ses serviteurs, et il pourrait simplement les revendre s'ils s'avèrent inutiles pour lui. Pour empirer les choses, il pourrait même les manger, et les deux peuvent sentir l'aura effrayante venant de Chonsu, ce qui rend la prétention de la déesse valide. La déesse exhorte les deux à se comporter de leur mieux jusqu'à ce que Chonsu soit en mesure d'obtenir la compétence de communication. Les deux sont d'accord avec la déesse, disant qu'il serait préférable pour eux de simplement observer telle qu'elle. Le lendemain matin, Chonsu part comme d'habitude, et ses principales cibles sont les monstres morts-vivants. Doji et Harry se réveillent tôt le matin pour entendre du remue-ménage partout. Le sommeil disparaît de leurs yeux quand ils voient Chonsu courir partout, abattant des monstres morts-vivants. C'est alors qu'ils réalisent enfin que Chonsu est plutôt dangereux, et que la déesse ne plaisantait pas quand elle leur a dit de se tenir à carreau. Harry dit à Doji que Chonsu les regardait d'une manière très étrange, et Doji panique quand il s'en souvient. Juste au moment où il finit d'éliminer les monstres morts-vivants, Harry et Doji apparaissent avec une serviette sur la tête. Ils félicitent Chonsu pour son travail acharné et lui disent de se nettoyer avec la serviette. Les deux ont vu Chonsu à l'œuvre, et ils ont enfin compris ce que la déesse leur avait dit sur le fait d'être utile. Chonsu remercie les deux d'être attentionnés, et après s'être nettoyés, il leur offre une pomme. Doji se précipite vers l'assiette tandis qu'Harry essaie d'agir comme s'il n'était pas un glouton. Chonsu est heureux de nourrir les deux parce qu'il a entendu dire que le porc nourri au raisin a toujours meilleur goût. Harry essaie d'empêcher Doji de manger pour qu'il ne devienne pas la saveur désirée de Chonsu. Cependant, Harry est également attiré par la saveur de la pomme en raison de la quantité de points que Chonsu y a versé. Néanmoins, il parvient à se contrôler. Chonsu lui offre ensuite des céréales, et il se jette dessus sans perdre de temps. Pour lui, il prend la bonne décision car il ne deviendra jamais du poulet frit comme Doji. Après cela, Chonsu passe à l'agriculture. Il demande à Doji de creuser le sol tandis qu'Harry plante les graines de haricots noirs. Chonsu recouvre ensuite le sol et donne de l'eau aux graines avant d'ajouter la bénédiction de l'abondance. En un rien de temps, Chonsu a une ferme avec des plantes saines qui la recouvrent. Chonsu tient une des graines dans ses mains, et au moment où Harry aperçoit la graine, il se fixe dessus. Il se précipite vers Chonsu, mais il cache la graine, lui disant que la première récolte doit être donnée à la déesse. Chonsu donne la graine à la déesse comme d'habitude, et elle l'absorbe de la manière la plus étrange, comme elle le fait toujours. Chonsu dit ensuite à Harry et Doji qu'il est temps qu'ils mangent car ils vont planter des pommes de terre plus tard.
Contrairement à avant, Harry consomme autant de nourriture que Doji. Les deux finissent par ressembler à des ballons gonflés, et Harry pense qu'il est foutu car il n'a pas pu retenir sa faim. D'un autre côté, Chonso est juste heureux que les deux mangent bien, et cela le motive à planter plus de cultures qu'ils apprécieront. Juste à ce moment-là, son esprit croise les pommes, et il espère qu'elles se vendent bien sur le marché. Au magasin, le patron de Azujin remarque que les pommes sont les seuls articles restants à vendre. Beaucoup de gens se sont rassemblés, mais aucun d'entre eux n'est prêt à acheter, ce qui est attendu. Il avait même décoré la pomme et l'avait bien emballée pour la rendre plus agréable, mais les gens ne pensent pas qu'une seule pomme vaut 200 000 pièces d'or. Il se gratte la tête de frustration car il ne sait pas comment convaincre les gens que la pomme est réellement délicieuse. Il est presque sûr que tout le monde changera d'avis après une seule bouchée, mais le problème est de les amener à en prendre une bouchée. Soudain, il entend quelqu'un acheter les pommes. Il se précipite vers le vendeur pour lui demander ce qui vient de se passer, et le vendeur révèle que toutes les pommes sont vendues. Il ne veut pas le croire car il y en avait encore une grande quantité il y a quelques minutes. Le vendeur révèle que quelqu'un en a goûté une et a ensuite tout acheté. La signature sur le bordereau de paiement indique Rohan, et c'est alors que le manager réalise que la personne qui vient de les parrainer et d'acheter les pommes n'est autre que Rohan, le pionnier de la méthode d'entraînement au handicap. Rohan est également connu comme le maître d'escrime inégalé, ce qui fait de lui une grosse affaire, et le manager admet qu'ils ont touché le jackpot. Cela finit par faire les gros titres, et tout le monde croit que les pommes sont ce que Rohan a mangé pour devenir un maître d'escrime. Le patron de Azujin, Ryuu, commence à recevoir des appels de partout. Tout le monde veut une boîte ou 100 boîtes de la pomme miracle. Une semaine après l'arrivée de Chonsu dans le monde de l'abondance, il admet qu'il a très bien vécu sa vie. Il a des pommes de terre avec lui, et il est prêt à cuisiner. Tout en cuisinant les délicieuses pommes de terre, Doji lui tient déjà la jambe pour lui faire savoir qu'il est intéressé. Chonsu révèle simplement qu'il ne fait pas la pomme de terre pour lui car il vient de terminer son propre repas. Néanmoins, il lui en donne quand même à manger. Quelques instants plus tard, Izujin apparaît, et elle est surprise de voir que tous les familiers de Chonsu ont éclos. Pour Izujin, elle regarde un tas de jolis oursons qu'elle peut serrer dans ses bras pour se sentir mieux. Pendant ce temps, Amstel et les deux autres couvrent la déesse pour s'assurer qu'elle n'est pas exposée aux yeux brillants de Izujin. Chonsu demande alors à Izujin pourquoi elle est venue. Azujin mentionne qu'elle a de bonnes nouvelles pour lui. Elle sort des reçus de vente pour dire à Chonso que toutes les pommes ont été vendues, et qu'elles ont toutes été vendues au prix indiqué également. Chonso se tient la tête sous le choc et l'étonnement car tout s'est déroulé en seulement 2 jours. Azujin lui dit que la partie la plus incroyable de tout est que tout le monde veut maintenant goûter à la pomme. Chonsu est époustouflé car il n'a jamais vu la pomme comme quelque chose qui rapporterait autant d'argent. Il se souvient que les pommes étaient généralement vendues pour moins de 1000 pièces d'or. Parce qu'il reçoit 30% des bénéfices, Chonsu réalise qu'il va gagner au moins 60 000 pièces d'or par pomme. Avec un simple calcul, il réalise qu'il aurait gagné 3 millions en une journée s'il avait réussi à vendre 50 pommes. L'esprit de Chonsu explose quand il réalise qu'un bénéfice annuel de 1 milliard se profile à l'horizon. Chonsu est heureux d'être sur la bonne voie, et il croit qu'avec cela, il pourrait être en mesure de trouver un indice sur ses parents. Chonsu dit à Azujin qu'il n'est pas un rabat-joie, mais il lui demande combien de temps elle pense que le battage médiatique autour des pommes de l'empereur durera. Chonsu sait que les pommes sont actuellement populaires, mais il sait aussi qu'il n'y a aucun moyen qu'elles continuent à se vendre à ce prix énorme à l'avenir. Azujin assure alors à Chonsu qu'elle comprend son inquiétude, mais lui fait savoir que 100 pommes par jour pour un public cible de 1 million signifie qu'ils seront toujours en affaires pendant 27 ans. Chonsu est choqué d'entendre cela, et il suppose que c'est une surestimation. Azujin dit alors à Chonsu qu'il n'a pas à s'inquiéter. Azujin lui demande alors s'il a pensé à augmenter sa production de pommes. Chonsu sourit nerveusement, disant qu'il a aussi cultivé d'autres cultures, et ce serait bien qu'elle les goûte. Il lui assure qu'elles sont aussi savoureuses que les pommes. Les yeux de Azujin s'illuminent comme un gobelin quand elle entend cela. Chonso lui dit alors de s'asseoir bien sagement pendant qu'il lui sert d'abord des pommes de terre. Isojin prend une bouchée des pommes de terre, et elles font de joie devant leur douceur. Elle commence à imaginer toutes les bonnes choses qui sortiront de la pomme de terre si elle est bien gérée. Juste à ce moment-là, Chonso apparaît avec des crêpes et des frites. Isojin verse des larmes en consommant la nourriture devant elle. Elle mentionne que les frites de pommes de terre peuvent être considérées comme un plat principal au lieu d'un accompagnement. Chonsu termine ensuite le combo avec des patates douces rôties. Au moment où il sert cela, Doji et Harry deviennent fous, exigeant qu'il leur en donne aussi. Chonsu suggère alors qu'ils mangent tous ensemble. Chonsu remarque qu'Harry a l'air maigre, et il y a une explication à cela. C'est essentiellement parce que Doji a volé la nourriture d'Harry, l'empêchant de manger correctement. Amstel saute sur la table pour manger avec Aseoljin, et Chonsu demande à Aseoljin ce qu'elle pense des pommes de terre parce qu'il prévoit de les vendre aussi. Aseoljin remercie Chonsu pour le délicieux repas et demande s'il existe un moyen de cultiver les récoltes et d'augmenter la production de pommes. Chonsu répond que ce serait difficile car il va avoir besoin de plus de points. En même temps, Chonsu ne pense pas qu'il serait sage d'utiliser tous ces points pour l'agriculture. Aseoljin informe Chonsu que ses efforts sont appréciés, mais elle l'exhorte à se concentrer davantage sur les pommes.
Azeo-jin mentionne que tous les apôtres sont coréens et que la culture du monde est construite sur cette base. Azeo-jin dit que la nourriture est incroyable, mais informe Chonsu qu'il est difficile de facturer un prix élevé uniquement pour les récoltes. Azeo-jin dit que les récoltes ne seront pas aussi rentables que les pommes, même si les gens commencent à les demander. Azeo-jin se met à genoux, suppliant Chonsu de considérer la production de pommes comme sa principale priorité. Réalisant qu'il est impossible de la faire changer d'avis, Chonsu lui demande 600 pommes par jour suffiront, et ses yeux s'illuminent en entendant cela. Elle remercie Chonsu d'avoir reconsidéré et d'avoir pris en compte sa suggestion. Le lendemain, Chonsu sort chasser des monstres comme d'habitude. Doji demande à Harry s'il est important qu'il suive Chonsu à chaque fois qu'il sort, et Harry crie sur Doji en lui disant qu'ils sont les seuls à pouvoir surveiller car Amstel est fondamentalement inutile. À leur insu, Chonsu se demande en fait pourquoi les deux continuent de le suivre partout, et il suppose que ce sont des familiers de type combat. Chonsu ne pense pas qu'il soit possible que de vrais familiers soient inutiles au point que la seule chose qu'ils puissent offrir soit de manger. Sa conviction s'effondre rapidement lorsqu'il voit les deux se faire pourchasser par un monstre mort-vivant. Chonsu se reproche d'avoir pensé que les deux valaient le battage médiatique qu'il leur accordait en premier lieu. Juste à ce moment-là, Doji trébuche, donnant au monstre mort-vivant la possibilité de se rapprocher de lui. Chonsu essaie de l'atteindre, mais la distance est tout simplement trop grande pour lui. Chonsu essaie d'attirer l'attention du monstre en criant, mais même cela ne fonctionne pas. Chonsu balance sa faucille, mais même cela s'avère inutile car la portée est courte. Soudain, le monstre meurt, choquant Chonsu car il sait que la faucille n'a pas atteint le monstre. Juste à ce moment-là, il lui vient à l'esprit que la compétence a peut-être été améliorée et que la portée de la compétence a augmenté. Chonsu essaie en restant à distance et en balançant la faucille sur les monstres. D'un seul coup, il élimine plusieurs cibles, et la fenêtre apparaît, l'alertant de la nouvelle portée de la compétence. De plus, il obtient une nouvelle compétence, la décapitation de masse, et cela choque Chonsu, mais il comprend que cela lui permettrait de gérer plus de monstres. Chonsu part en sa cage, coupant plusieurs monstres, et cela effraie Harry et Doji. Les deux retournent immédiatement vers la déesse qui est choquée de les voir revenir si tôt. Harry dit à la déesse que Chonsu est peut-être devenu plus fort, mais qu'en même temps, obtenir la compétence de communication est également important. La déesse exhorte alors ses serviteurs à se calmer car elle n'a jamais accordé une telle compétence. Doji dit alors à la déesse que le nom de la nouvelle compétence est la décapitation de masse, et ce nom même choque la déesse. La peur la traverse alors qu'elle pense à cela parce que c'était la première fois qu'elle l'entendait. Même la déesse n'a aucune idée du type de personne qu'est Chonsu à ce stade. Elle suppose qu'il est une faucheuse envoyée de l'enfer. Juste à ce moment-là, la déesse dit aux deux qu'elle pourrait en fait avoir une idée de ce qui se passe. Doji entend cela, et sa tête se met en overdrive, croyant que la déesse était vraiment celle qui avait accordé la compétence à Chonsu. Harry est forcé de gifler Doji pour avoir été si stupide, et elle lui dit d'écouter ce que la déesse a à dire avant de proposer ses idées nulles. Harry demande ensuite à la déesse ce qu'elle pense qu'il s'est passé, et la déesse répond que la compétence de l'apôtre a évolué. La déesse mentionne que la compétence de décapitation est une version modifiée de la compétence de récolte. Elle leur rappelle que la compétence évoluée permettait à l'utilisateur de s'engager dans un large éventail de récoltes, de la même manière que la déesse pense que la compétence de Chonsu a évolué en décapitation de masse. Harry est surpris d'entendre cela, et il mentionne que c'était quelque chose que seuls les apôtres de première année pouvaient faire. La déesse acquiesce en disant que c'est exactement pourquoi Chonsu est assez effrayant. Cependant, la déesse pense qu'il est un type reconnaissant, ce qui rend les choses un peu meilleures. La déesse dit que Chonsu pourrait croître à un rythme exponentiel, mais c'est grâce à sa croissance qu'ils sont en sécurité dans une certaine mesure. La déesse dit ensuite qu'elle donnera à Chonsu la compétence de communication une fois qu'il reviendra. Quelques instants plus tard, Chonsu revient, et la déesse donne avec enthousiasme à Chonsu la chance de choisir entre deux nouvelles compétences car il est contraire aux règles de définir le chemin d'un apôtre. Chonsu fixe l'écran d'état pour voir qu'il a deux compétences parmi lesquelles il peut choisir, qui sont la promesse d'abondance et la communication. La déesse est confiante et assurée que Chonsu va choisir la compétence de communication. La déesse est impatiente de dire à Chonsu de se tenir éloigné du danger et aussi de le remercier pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Après avoir pris une minute pour réfléchir à ses choix, Chonsu choisit la compétence de promesse d'abondance, choquant la déesse, qui s'y attendait le moins. Avant de prendre sa décision, Chonsu avait regardé l'écran pendant un certain temps pour savoir quelle compétence serait la plus utile. Il a regardé la compétence de communication et a réalisé que ce n'était qu'une compétence qui lui permettait de communiquer avec les plantes et les animaux. L'horreur d'entendre Harry et les autres crier sur lui chaque fois qu'ils sont énervés lui a fait réaliser qu'il allait avoir une vie infernale s'il choisissait la compétence de communication. Puisqu'il y a un dicton qui dit que l'ignorance est une bénédiction, il décide que choisir la compétence de communication serait une mauvaise décision. C'est pourquoi il a opté pour la promesse d'abondance à la place. Et au moment où il a choisi la compétence de promesse d'abondance, il a réalisé que tout le monde était plutôt maussade. Il a maintenant deux compétences au tableau, mais comme auparavant, il n'y a pas de description pour la compétence.
Chonsu prend ensuite une pomme dans l'intention de l'offrir à la déesse en guise de première offrande. Mais à sa grande surprise, la déesse lui tourne le dos et se met à pleurer. Sur l'écran d'état, Chonsu apprend que selon la façon dont il utilise sa compétence, les points reviendront en conséquence. Chonsu se demande pourquoi la déesse rejette la pomme qu'il lui a donnée. Dans une tentative d'égayer tout le monde, il pince la joue de Hamstel, et cela remonte un peu le moral du hamster. Il frotte également le ventre de Doji pour le chatouiller, mais à sa grande surprise, les points ne reviennent pas. Juste au moment où il se demande ce qui pourrait ne pas aller, Yezujin arrive en hâte, lui disant qu'il doit revendiquer le bloc et le défendre. Cela choque Chonsu, le forçant à demander si quelqu'un prévoit de les attaquer. Yezujin dit qu'il y a la possibilité de cela parce que la pomme de l'empereur a gagné beaucoup de popularité. Pour cette raison, ils sont obligés de limiter l'achat de la pomme à une par personne. Et même avec cela, plus de 5000 personnes ont déjà fait des réservations. Les chiffres choquent Chonsu, et Isoejin ajoute que les personnes qui ont réservé disent qu'elles se fichent même du moment où la pomme arrive tant qu'elles l'obtiennent à un moment donné. Il est naturel que, en raison de la popularité de la pomme, il y ait des pillards qui commenceront à cibler les pommes et le bloc. Pour aggraver les choses, le bloc de Chonsu est en dehors de la zone d'autorité, ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection contre les crimes. Azujin souhaite qu'ils aient une sorte de soutien car cela aurait complètement changé la donne. Chonsu réfléchit profondément à cela et réalise que le seul soutien qu'il a est la déesse. Chonsu comprend que s'il perd, ce sera la fin pour la déesse et toute la région. Azujin lui dit que la première étape pour freiner cela est de revendiquer le bloc et d'installer une porte sécurisée. Chonsu est d'accord avec cela, et il dit que capturer les blocs environnants pour établir une base déguisée les rapprochera de Azujin. Azujin voit cela comme une très bonne idée car une fois qu'ils auront occupé le bloc et construit une porte, ils n'auront plus à faire face à des restrictions de mouvement. Chonsu demande alors pourquoi les réservations ont augmenté de nulle part parce que ce n'est certainement pas normal. Azujin lui dit que tout le bloc devient fou à cause des effets de la pomme de l'empereur. Chonsu est confus au sujet des 10 effets, et Azujin mentionne qu'il y a eu des affirmations selon lesquelles la pomme est un remède à tout. Cela choque Chonsu, qui ne pense pas que la pomme soit même capable de tout ce qu'ils prétendent qu'elle fait. Même Azujin croit tout, mais Chonsu n'y pense pas beaucoup parce que ce n'est qu'une pomme. Pendant ce temps, un journaliste ennuyeux suit Rohan alors qu'il entre à l'hôpital, et il a son appareil photo prêt. Rohan rend visite à son ami, Yunsu, qui est un grand alchimiste. Rohan dit à Yunsu qu'il lui a apporté un cadeau de prompt rétablissement, et le cadeau n'est rien d'autre qu'une boîte de pommes de l'empereur. Eunso est surpris que Rohan lui ait apporté les pommes car il a aussi entendu les rumeurs. Eunso en prend une bouchée et explose de plaisir, disant que la nutrition et la saveur sont au maximum. Eunso exprime son choc et commence à poser des questions sur la pomme, mais Rohan lui rappelle qu'il n'est pas un expert en cuisine. Pendant qu'Eunso mange lentement les pommes, Rohan, qui les a apportées en cadeau, les grignote comme un fou. Eunso regarde la pomme et dit qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir ce niveau de perfection d'une pomme, même si on utilise de l'engrais. Eunso hurle d'horreur quand il réalise que son ami mange la pomme à ses côtés, et Rohan l'incite à manger vite à la place. Eunso dit fièrement à Rohan qu'il s'en fiche car il peut facilement appeler le grand magasin Sunwan et commander sa propre boîte de pommes. L'espoir de Yunso est finalement anéanti quand il apprend qu'il est peut-être une personne importante, mais cela ne veut pas dire grand-chose car le magasin est déjà surchargé de réservations. Yunso essaie de les amener à lui vendre en offrant le triple du prix, mais même cela ne fonctionne pas. Pendant que les deux s'amusent, le journaliste est occupé à les prendre en photo. En un rien de temps, un article est publié indiquant que c'est la pomme de l'empereur qui a aidé Eunso à sortir de l'hôpital. Ryuo éclate de colère quand il voit cela parce qu'ils se battent déjà contre d'innombrables rumeurs, et l'article revient à jeter de l'huile sur le feu. Ryuo n'arrive pas à croire que tout le monde pense que la pomme est un remède miracle. De retour à Abondance, Chonsu dit à la déesse qu'il doit sortir un peu pour prendre le contrôle des blocs environnants. Chonsu dit à Doji et Hari qu'ils seront chargés de protéger la déesse. La déesse est choquée que Chonsu sorte pour revendiquer des territoires, et elle suppose que c'est parce qu'il vient d'acquérir une nouvelle compétence, qui n'est même pas une compétence de combat. La déesse attrape sa jambe pour l'empêcher de partir car c'est dangereux. Comme Chonsu ne comprend pas la déesse, il suppose que la déesse s'accroche à lui parce qu'elle a maintenant besoin de protéines. Chonsu sourit en demandant si le bœuf leur conviendra. Chonsu se dirige avec enthousiasme vers la salle de stockage pour récupérer le bœuf congelé qu'il a commandé plus tôt. Chonsu est excité car c'est essentiellement la première vraie viande qu'il ait eue entre les mains. De retour sur Terre, il ne s'est nourri que de viande cultivée en laboratoire. Chonsu allume avec enthousiasme la cuisinière et commence à griller la viande. Il admet que l'odeur est définitivement d'un niveau différent de celui de la viande cultivée qu'il a toujours mangée. Doji est déjà excité de manger la viande, mais Chonsu lui dit que la viande est pour la déesse. Même Hari est déçu car Doji vient de manger, et il est déjà impatient de se jeter sur la viande grillée. Pendant qu'il prépare la viande, la déesse a l'air absolument folle, et Chonsu croit qu'elle a juste faim. Quelques instants plus tard, il termine la viande et la remet à la déesse. Mais à sa grande surprise, la déesse jette la viande délicieuse. Cela choque Chonsu, qui pense que la viande est gâtée, c'est pourquoi la déesse l'a jetée par terre. Chonsu en prend une partie pour essayer de voir si elle est bonne,
et il conclut qu'elle est douce. Cependant, il pense qu'il manque quelque chose car elle n'a pas la valeur de choc qu'il a ressenti lorsqu'il a mangé la pomme pour la première fois. Il suppose que c'est la raison pour laquelle la déesse n'a pas mangé non plus. À son insu, la déesse pleure pour qu'il ne parte pas. Mais malheureusement, il ne peut pas l'entendre car il a bêtement ignoré la compétence de communication. D'un autre côté, Harry et Doji célèbrent car Chonsu leur dit qu'il va leur apporter de la viande délicieuse quand il reviendra. Cette nuit-là, Chonsu sort comme prévu. Et pendant qu'Harry et Doji dorment comme des bûches, la déesse reste éveillée, totalement inquiète. Chonsu arrive au bord du bloc, et le système lui demande s'il veut passer au bloc suivant. Chonsu accepte alors l'option, et il se retrouve dans le bloc suivant, mais tout est noir comme pois. Il utilise la lanterne pour gagner en visibilité, et il réalise qu'il est dans une jungle, ce qui est complètement différent d'avant. Soudain, un essaim de monstres volants se précipite vers son emplacement, et parce qu'ils sont trop petits, Chonsu s'enfuit. Ils sont si petits qu'il ne peut même pas cibler leurs coups, et il se rend compte que revenir d'où il vient est sa meilleure option. Soudain, les monstres morts-vivants traversent l'autre bloc. Chonsu est choqué de les voir, mais avant qu'il ne puisse faire un geste violent, il réalise que les monstres sont de son côté. Comme il ne peut pas les entendre, il ne sait pas que les monstres morts-vivants sont prêts à le protéger des autres monstres parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls à avoir le droit de tuer Chonsu. Pour s'assurer qu'ils peuvent maintenir cela, ils sont prêts à le protéger. Les monstres morts-vivants se dirigent alors directement vers les insectes pour commencer à les éliminer, donnant à Chonsu la possibilité de se retirer dans son propre bloc. À ce moment-là, le système l'informe qu'il a gagné des points bonus en battant des monstres évolués. Cela choque Chonsu car il gagne essentiellement des points grâce aux monstres que les monstres immortels ont vaincus. Chonsu sourit méchamment car il a en quelque sorte touché une mine d'or de points. Il se rend compte que cela change tout car il gagne des points et ses clients augmentent également. Les monstres morts-vivants qu'il fuyait autrefois sont maintenant des bonus pour lui. De retour au grand magasin, Asojin se plaint du nombre d'appels et de commandes qu'ils ont reçus. Ryu avoue qu'ils ont laissé les rumeurs voler pendant si longtemps, mais il ne pense pas qu'ils puissent les laisser dégénérer davantage. Pour endiguer tout le problème, il dit à Asojin que toute mention de la pomme de l'empereur est strictement interdite. Il dit qu'il n'y aura plus de réponse aux demandes ou aux interviews. Il suggère qu'ils accueillent toutes les questions par le silence et l'indifférence. Asujin pense que cela pourrait ne pas être réalisable car ce sera le chaos total. Ryu rétorque en disant qu'ils ne peuvent plus laisser échapper un mot, même s'ils sont menacés. Au moment où il mentionne cela, une épée apparaît sur son cou, transformant sa blague en réalité. Une voix apparaît derrière s'excusant de les avoir effrayés. Ryu se retourne pour voir que la personne qui a tenu une épée contre son cou est l'épéiste, Rohan. Ryu est paralysé par la peur, et il demande à Rohan pourquoi il est venu au bureau. Rohan dit qu'il a déjà parlé au patron de Ryu, mais il ne lui a pas donné la réponse qu'il voulait. Cependant, il espère que Ryu sera plus coopératif. Rohan pose alors la grande question, demandant à Ryu qui est responsable de la culture de la pomme de l'empereur. En plus de cela, il veut savoir où se trouve la dite personne. Ryu court immédiatement derrière Asujin, lui disant d'expliquer les choses au terrifiant Rohan. Asujin est choqué que Ryu se cache derrière elle alors qu'il est le seigneur et qu'il devrait être celui qui explique les choses. Ryu dit frénétiquement à Asujin qu'il n'a jamais pensé que Rohan apporterait une vraie épée à une conversation civilisée. Asujin est finalement déçue, et elle comprend enfin le dicton selon lequel les patrons sont des déchets. Même si elle a peur, Asujin reste ferme, disant à Rohan que l'entreprise ne plaisante pas avec les informations de ses clients. Au moment où Rohan entend cela, il sort son épée et les deux s'évanouissent presque de peur. Étonnamment, Rohan laisse tomber l'épée sur le sol au lieu de les déchirer avec. Rohan dit alors aux deux qu'il n'a pas besoin de car il va juste trouver le fermier par instinct. Après avoir dit ça, il se retourne pour partir, choquant Ryu et Asujin. Asujin n'a aucune idée de ce qui se passe et demande à Ryu ce que le type voulait dire par instinct. Ryu révèle que les maîtres d'épée ont généralement des instincts bien meilleurs que ceux d'une personne ordinaire. Il dit à Asojin qu'il a entendu dire que Rohan avait résolu de nombreux problèmes dans le passé en utilisant uniquement son instinct. Asojin est époustouflé par cela, se demandant si ce que Rohan vient de dire est possible. 2 jours plus tard, Chonsu attendait l'arrivée de Rohan car Asujin l'avait déjà prévenu. Il se demande pourquoi Rohan ne s'est pas présenté à sa porte, même après 2 jours. Soudain, il reçoit la notification que quelqu'un est entré dans le bloc. Sans aucun doute, il se dit que ce doit être Rohan. Il se tient près de la porte en attendant qu'il entre d'une minute à l'autre, mais à sa grande surprise, personne n'entre. Il suppose qu'il y a un problème dans le système puisque tous les visiteurs sont censés entrer par la porte. Il vérifie à nouveau le système et se rend compte que ce n'est pas un problème. Il décide de vérifier les environs au cas où, et soudain, il est frappé par une grande surprise. Chonsu regarde Rohan démolir une section de la barrière avec rien d'autre que son épée. La simple vue de Rohan lui donne des frissons, et Rohan s'approche de lui en lui demandant s'il est le cultivateur de pommes. Chonsu essaie de cacher sa nervosité en accueillant Rohan de la meilleure façon possible. Rohan va droit au but, disant à Chonsu qu'il est là pour acheter des pommes. Chonsu est choqué par cette requête soudaine et lui demande combien de pommes il prévoit d'acheter. Rohan dit qu'il aimerait 100 pommes, mais s'il peut en avoir 200, cela ne le dérange pas. Cela choque Chonsu, et il crie,
disant à Rohan que ce qu'il vient de demander est pratiquement impossible. Chonsu mentionne que la limite de pommes qu'il peut vendre est de 50. Sans discuter, Rohan dit qu'il est d'accord avec 50 pommes. Chonsu lui demande ensuite quel prix il est prêt à offrir pour les pommes, et Rohan répond 200 000 pièces d'or chacune. Cela choque Chonsu, qui dit à Rohan qu'il n'offre pas d'emballage comme les magasins, mais cela ne dérange pas Rohan le moins du monde. Chonsu lui demande également s'il est conscient qu'il vient de mentionner les prix des grands magasins, et Rohan lui assure qu'il en est conscient. La somme d'argent que Rohan offre est tellement folle que Chonsu pense déjà à lui en vendre davantage. Chonsu emmène ensuite Rohan au pommier, et Rohan salive déjà de la délicieuse pomme qu'il est sur le point de manger. Chonsu s'approche de l'arbre et active la compétence de bénédiction d'abondance. Sans tarder, plusieurs pommes apparaissent sur l'arbre, et Chonsu sort sa faucille, disant à Rohan de lui accorder un moment pendant qu'il récolte les pommes. Cependant, Rohan lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il sort son épée, et en quelques secondes, il coupe toutes les pommes, laissant Chonsu dans un état d'horreur. Il ne veut pas croire ses yeux, et il suppose simplement que ce qui vient de se passer n'est qu'un bug. Après avoir conclu l'accord, Rohan envoie à Chonsu l'argent convenu, et il lui assure qu'il reviendra la prochaine fois. Au moment où Rohan est sur le point de partir, Chonsu l'arrête. Chonsu se dit que Rohan pourrait lui être d'une grande aide concernant le nouveau bloc. Chonsu demande ensuite à Rohan s'il est intéressé par d'autres cultures parce qu'il vient de les faire pousser, et il est presque sûr que Rohan va adorer. Avec un visage impassible, Rohan lui demande de quel type de culture il parle, et Chonsu répond des pommes de terre. Il n'a même pas fini de dire cela que Rohan répond qu'il n'est pas intéressé. Chonsu insiste en disant qu'il a des patates douces et des haricots, mais la réponse de Rohan reste la même. Après avoir refusé toutes ses demandes, Rohan dit qu'il va partir. Réalisant que Rohan est essentiel à son plan, Chonsu fait un geste désespéré pour dire à Rohan qu'il va lui donner plus de pommes que ce qui avait été convenu. Chonsu sent que Rohan n'est pas une mauvaise personne, même s'il semble étrange et sauvage. Chonsu dit ensuite à Rohan qu'il doit s'emparer d'un autre bloc s'il veut continuer à avoir un approvisionnement constant de pommes. Pour ce faire, il dit à Rohan qu'il aura besoin de son aide, et en retour, il le paiera avec des pommes. Chonsu se demande si son plan va fonctionner lorsque Rohan s'approche de lui disant qu'il a accepté l'offre. Sans perdre de temps, Rohan se dirige vers le nouveau bloc avec Chonsu courant après lui juste pour suivre le rythme. Chonsu est surpris que Rohan se dirige immédiatement vers le bloc, et il commence à se demander à quel point le type peut être fort. Chonsu remarque que le sol est mouillé avec un liquide étrange, ce qui est très différent de son propre bloc. Chonsu fixe ses chaussures sales quand un monstre apparaît derrière lui. Avant que le monstre ne puisse faire de lui son repas, Rohan l'éloigne en lui disant de rester derrière lui parce qu'il est dangereux de traîner dans les parages. Chonsu n'arrive pas à croire que Rohan utilise le mot dangereux alors que c'est lui qui est dangereux. Chonsu est surpris qu'il ait failli se faire manger par un monstre déguisé en plante. Chonsu dit ensuite à Rohan qu'il n'a pas besoin d'en faire trop puisqu'il sera celui qui gérera le bloc à la fin. Chonsu veut se débarrasser des monstres par lui-même. Il active la décapitation et commence à abattre les monstres comme s'il n'était rien. Une fois qu'il a terminé, il active la bénédiction d'abondance. Pendant ce temps, Azujin est entrée dans le bloc, et elle se déplace quand elle entend Chonsu appeler son nom. Elle baisse les yeux pour vérifier que Chonsu a un sourire radieux sur son visage, mais le sourire disparaît lorsqu'il voit Rohan avec Chonsu en train de travailler sur une plante. Azujin se précipite pour demander à Chonsu ce qui se passe, et Chonsu répond que puisqu'il prévoit de s'attaquer aux blocs environnants, il a décidé de mettre son pied dans la région. Azujin lui crie qu'elle se fiche de ce qu'il fait, mais elle est plus intéressée de savoir pourquoi Rohan est avec lui. Chonsu lui explique alors sa situation actuelle. Apparemment, lorsqu'ils sont arrivés sur la Terre pour la première fois, Rohan dit à Chonsu qu'il aimerait goûter les pommes cultivées sur la nouvelle Terre. Chonsu dit nerveusement à Rohan qu'il n'y a pas de terre là-bas parce que tout est rempli de flaques d'eau. Au moment où Rohan entend cela, il sort son épée et la balance très fort pour dégager une grande partie de la terre. Il dégage l'herbe, la transformant en un espace où Chonsu peut planter des graines. Chonsu est saisi de choc quand il voit cela, et il ne perd pas de temps à planter la graine. Il y jette ensuite la bénédiction d'abondance, et c'est ce qu'ils étaient en train de faire quand Isojan est apparu. La graine que Chonsu vient de planter s'est transformée en un grand pommier avec des feuilles brillantes. Isojan est surprise, mais elle mentionne que la pomme sent vraiment bizarre, et Chonsu est d'accord avec elle. Il dit que c'est à cause de l'environnement. Apparemment, les pommes ont le double de l'arôme et de la saveur, et selon le point d'infusion, le goût change. Chonsu avoue alors qu'il est encore en train de l'expérimenter. Chonsu cueille une des pommes et la tend à Isojan, lui demandant si elle est prête à goûter, mais la fille refuse, disant qu'elle passera. Azujin aperçoit alors les monstres végétaux sur le sol, et elle les appelle des queues d'autruche. Chonsu est surpris car c'est la première fois qu'il en entend parler. Fondamentalement, le monstre prend goût aux habitudes d'une autruche, et on dit qu'il n'est actif que la nuit, ce qui le rend extrêmement difficile à attraper. Isojan examine le monstre et avoue que les conditions semblent vraiment excellentes. Il prélève un peu de son sang dans un tube à essai et demande ensuite à Chonsu s'il est celui qui a chassé les queues d'autruche. Chonsu répond que c'était tout lui, assurant à Isojan que Rohan n'était pas impliqué. Chonsu demande à Azujin s'il y a un problème avec ça, et Azujin l'attrape soudainement, lui demandant s'il est prêt à les vendre.
Apparemment, on dit que les queues d'autruche se vendent à prix d'or. Effrayé par la dame zombie, Chonsu accepte de les vendre. Asujin lève la main au ciel, célébrant comme si elle venait de gagner à la loterie. Asujin fixe Chonsu comme si c'était l'homme le plus beau de la planète. Asujin n'arrive pas à croire que Chonsu soit doué à la fois en agriculture et au combat. En plus de cela, il a même un maître d'armes à ses côtés. Asujin ne peut cacher le fait que rencontrer Chonsu est une bénédiction pour elle. Asujin rêve de plusieurs produits qu'elle pourrait encore avoir l'opportunité de vendre lorsque Chonsu l'appelle. Asujin est furieuse qu'il ait ruiné son imagination, et elle lui demande s'il veut quelque chose d'elle. Chonsu lui rappelle qu'il a commandé des choses, et Asujin regarde dans le sac pour commencer à sortir tout ce que Chonsu a commandé, comme des graines de plantes antiparasitaires. Il y a aussi un kit de construction de bâtiments avec elle. En un rien de temps, Chonsu construit une maison portable pour les aventuriers, et il plante également les graines répulsives dans la région. Cela laisse Isojin choquée car elle ne savait pas que Chonsu avait également la capacité de faire pousser des plantes en peu de temps. Isujin continue de se demander quel genre de personne est Chonsu. Peu de temps après, il achète le nouveau bloc, laissant la déesse et son serviteur se réjouir comme des bébés. Chonsu est également heureux car il est enfin devenu propriétaire terrien. Apparemment, un seul bloc se compose généralement de 100 unités de propriété, et une fois que toutes sont acquises, la faction en prend possession. Chonsu est exceptionnellement heureux car sur Terre, il pouvait à peine acquérir une seule pièce. En plus de cela, l'achat du terrain s'accompagne de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et la plus importante est la fonctionnalité d'attribution de traits du bloc. Chonsu reçoit un conseil du système, lui disant que les traits attribuables à un bloc dépendent du dieu de l'apôtre ou de la nature du bloc. Chonsu est heureux d'entendre cela car la fonctionnalité correspond parfaitement à la nature de la déesse. Le système lui demande de choisir un trait à attribuer au bloc, et ses options sont la croissance et la mort. Puisque la croissance sonne mieux que la mort, il pense à choisir la croissance. De plus, il pense que cela aidera également à la croissance de la déesse. Chonsu applique le trait de croissance, mais les choses ne semblent pas entièrement différentes de ce à quoi elles ressemblent. Chonsu en conclut qu'il n'y a pas de différence notable car il est encore au premier stade. Il consulte la fenêtre d'état pour voir que le trait de croissance affecte essentiellement tout. Chonsu sourit jusqu'à ce qu'il réalise qu'il existe une option pour la croissance des monstres engendrés là-bas. Chonsu manque de s'évanouir de la peur qui le traverse en voyant cela. Cela signifie essentiellement que le trait a ses bons et ses mauvais attributs. L'un des mauvais attributs est que les monstres morts-vivants y ont également participé. Même s'ils ont grandi, Chonsu est soulagé qu'ils soient encore gérables. Chonsu sort comme d'habitude pour affronter des monstres, et il les abat facilement comme d'habitude. Il est content car le fait que les monstres morts-vivants deviennent plus forts signifie également plus de points pour lui. Soudain, Rohan apparaît derrière lui, le choquant car il n'avait même pas senti sa présence. Chonsu comprend que Rohan est venu le voir car sa pomme est déjà finie. Rohan se demande ce que Chonsu entend par déjà, et Chonsu lui rappelle que cela ne fait même pas une semaine qu'il a reçu le dernier lot. Chonsu en conclut que Rohan va juste mourir d'avoir mangé trop de pommes. Chonsu lui demande alors de combien de pommes il a besoin, et il répond qu'il en veut 120. Mais s'il peut en avoir plus, cela ne le dérangera pas. Chonsu dit alors à Rohan qu'il devra ajuster la saveur en raison du changement d'environnement. Il dit que Rohan en goûtera une gratuitement. À l'insu de Chonsu, la déesse et ses serviteurs sont rassemblés sous le pommier. Il est choqué quand il arrive là-bas et les trouve en train de jouer. Le groupe s'enfonce presque dans le sol lorsqu'ils aperçoivent Rohan car il a l'air assez dangereux. Soudain, Rohan balance son épée, et Chonsu pense qu'il vise le groupe. Il plonge pour les protéger, mais au final, Rohan visait juste les pommes. Chonsu pense que Rohan n'a pas senti la présence de la déesse car il les a appelés des familiers. Juste à ce moment-là, Rohan dit qu'il peut sentir le trait de croissance sur le bloc. Et à cause de cela, il aimerait rester et s'entraîner, mais il assure à Chonsu qu'il va payer. Chonsu s'intéresse quand il entend que Rohan est prêt à payer, et il lui demande combien il offre. Rohan sourit en lui disant le montant d'argent qu'il est prêt à débourser. Cela envoie Chonsu dans un état d'extase, et il serre immédiatement la main de Rohan, l'accueillant comme son estimé client. Rohan lui demande s'il pense que sa demande est possible, et Chonsu dit oui. Cependant, il veut savoir si l'environnement ne sera pas déchiré en deux, et Rohan lui assure que non. Chonsu demande également si les choses vont soudainement exploser de nulle part, mais Rohan lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter. Chonsu dit alors à Rohan qu'il n'a pas le pouvoir de fabriquer des monstres car il n'a même pas beaucoup de points à dépenser. Rohan lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de son aide pour trier les monstres car tout ce dont il a besoin est un espace dans le coin. Chonsu est surpris d'entendre que c'est tout ce dont Rohan a besoin. Chonsu n'a aucun problème avec cela, mais il dit à Rohan qu'il y a autre chose qu'il veut à part de l'argent. Chonsu laisse échapper son cœur, disant qu'il aimerait que Rohan soit son garde. Étant donné que le monde dans lequel il vit est sujet à être en danger à chaque fois, Chonsu pense qu'il serait préférable que Rohan protège. Après tout, Rohan est l'un des meilleurs épéistes qui soit. Rohan répond qu'il examinera l'offre de Chonsu s'il peut améliorer l'effet de croissance. Chonsu est heureux d'entendre cela, et il assure à Rohan qu'il va augmenter le taux de croissance de 50 000 points chaque jour. De plus, il est prêt à fournir 10 pommes par jour. Rohan est plus préoccupé par les pommes, et il demande si elles peuvent être achetées différemment.
Chonsu lui assure alors qu'il n'a pas à s'inquiéter des pommes. Pendant ce temps, Doji et les autres tremblent de peur car il semble que Rohan va maintenant rester avec eux. D'un autre côté, Chonsu pense que les familiers seront heureux car ils ont un maître d'armes qui les protège. Chonsu se retourne pour voir une réaction différente du groupe. Rohan voit également cela, mais Chonsu ment, disant que le groupe est seulement timide parce qu'il est nouveau. Chonsu essaie de les familiariser avec Rohan, mais le groupe s'enfuit à la place. Chonsu n'en croit pas ses yeux, mais il surmonte le moment embarrassant pour dire à Rohan sa première requête. Plus tard, les deux inspectent l'autre bloc lorsque Rohan sent quelque chose derrière les buissons. Il s'approche pour vérifier seulement pour trouver un chat allongé là. Chonsu est surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait d'autres animaux comme Amstel dans la région. En raison de l'apparence détendue du chat, Chonsu pense qu'il n'est pas dangereux. Et avant que Rohan ne puisse l'arrêter, Chonsu s'approche du chat pour le caresser. Le chat se réveille pour voir un visage laid se tenir au-dessus de lui, et il saute comme s'il venait de voir un fantôme. Le chat siffle sur Chonsu, ce qui lui donne presque froid dans le dos. La fenêtre d'état informe alors Chonsu que le chat est en fait l'apôtre de la négation, et qu'il a déclaré la guerre à son bloc. Chonsu est choqué que l'apôtre lui ait déclaré la guerre juste parce qu'il l'a un peu caressé. Les larmes aux yeux, il demande à Rohan si le chat est l'apôtre de la négation parce qu'il lui a déclaré la guerre, mais Rohan pense que ce type dit n'importe quoi. Chonsu soupçonne que le chat est fâché parce qu'il a été touché sans permission. Chonsu s'approche du chat pour essayer de régler leurs différends tout en se demandant pourquoi il doit se battre contre un petit chat. Juste à ce moment-là, Rohan le choque en lui disant qu'il ne se battra pas contre le chat. Rohan dit que les apôtres qu'il combattra apparaîtront très bientôt à travers la frontière du bloc. Étonnamment, Rohan dit qu'ils seront humains. Chonsu est choqué d'entendre cela parce qu'il était facile pour lui de tuer des monstres, mais les humains sont une autre histoire. Comme si Rohan savait ce qu'il pensait, il lui dit qu'il est libre de tuer la négation. Rohan informe Chonsu qu'ils ont la possibilité de ressusciter au temple. Chonsu est choqué d'entendre cela, et il demande à Rohan s'il parle d'un point de contrôle, et Rohan répond oui. Chonsu considère cela comme un avantage injuste parce que lui et son groupe n'ont pas le luxe d'avoir une seconde chance s'ils se trompent. Les apôtres de la négation, d'autre part, peuvent agir imprudemment et ne pas subir les conséquences qui en découlent. Chonsu est excité par la bataille car il est désavantagé, et il demande à Rohan s'il va l'aider dans la bataille à venir. Rohan répond qu'il est prêt à aider s'il le peut. Comme prévu, un groupe de monstres fidèles à la négation et d'apôtres humains apparaissent sur le bloc. L'un d'eux tient un mégaphone à la main, et il fait une annonce forte disant à Chonsu de se montrer. Au quartier général de l'alchimie, Azujin a prélevé la sève de queue d'autruche pour l'examiner. Elle pense à quel point Chonsu est impressionnant. Elle croit que Chonsu est fort comme il l'est avec l'aide d'un artefact. Apparemment, un artefact est un objet divin qui est créé pour ceux qui sont proches d'un dieu. Parfois, il est formé à partir de restes d'un dieu mort, ce qui permet à l'utilisateur d'utiliser le pouvoir du dieu. Après y avoir réfléchi, Izujin ne pense pas que Chonsu utilise un artefact parce qu'ils sont difficiles à utiliser à moins qu'ils ne correspondent à la nature de la divinité. Izujin pense aux possibilités futures des choses quand Eunsu se précipite dans la pièce. Izujin est choqué et encore plus choqué quand Eunsu commence à marcher vers elle. Eunso a la sève de queue d'autruche avec lui, et il crie sur Eunso en lui demandant où il a trouvé la sève. La question choque Eunso, mais sans aucun doute, elle sait que quelque chose de fou va se reproduire. De retour au bloc de Chonso, les apôtres l'exhortent à sortir avant qu'il ne se lasse de le chercher. À leur insu, Chonsu et Rohan se cachent dans les buissons voisins. Chonsu se demande pourquoi les types agissent de manière imprudente, et il demande à Rohan s'il pense que c'est parce qu'ils peuvent ressusciter même s'ils meurent. Rohan confirme cela, disant qu'ils agissent probablement de cette façon en raison des chances de ressusciter. Même s'ils ont peu de temps pour engager les ennemis, Chonsu est soulagé d'avoir Rohan à ses côtés. Il met pratiquement toute sa foi en Rohan. Juste à ce moment-là, Chonsu sort de sa cachette, tenant sa faucille. L'apôtre regarde Chonsu comme s'il était une sorte de faible, et il lui dit de lui apporter des pommes. Un autre type se moque de Chonso, lui disant qu'il est en infériorité numérique et qu'il n'a aucune chance contre eux. Cependant, l'équipe commence à s'énerver parce qu'elle ne peut voir Chonso rien faire, ce qui est plutôt bizarre. Après quelques minutes de silence, Chonso finit par s'exprimer, disant à l'apôtre qu'il n'est rien d'autre que des ordures et qu'il ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Chonsu est confiant qu'il a le maître d'épée derrière lui. Et avant que les types de la négation n'aient la chance de faire quelque chose de fou, Rohan s'en serait occupé. L'apôtre est furieux de cela, et il donne à Chonsu une dernière chance de rendre les pommes de l'empereur. Chonsu rétorque, lui disant de se rendre au grand magasin s'il veut vraiment manger des pommes. L'apôtre est pris de rage à cause de la grande gueule de Chonsu, et il lui demande s'il peut supporter les conséquences de son arrogance. Chonso brise encore plus l'ego du type en lui disant d'aller poser à sa mère toutes les questions idiotes qu'il lui pose. Les mots de Chonso atteignent le type à l'endroit où il le souhaite, et il dit avec colère à ses subordonnés de tuer Chonso. Au bureau d'alchimie, Eunso harcèle Asujin au sujet de l'endroit où elle a trouvé la sève. Aseul-jin a envie de le lui dire, mais elle mentionne que les informations du client sont confidentielles. Eunso lui dit alors qu'il n'a demandé qu'à cause des frais de main-d'œuvre. Eunso avoue que la sève de queue d'autruche que Aseul-jin a apportée a un pourcentage de pureté plus élevé que les sèves ordinaires,
qui sont toujours difficiles à maintenir leur niveau de pureté. Yoon-su sort une feuille de contrat et la remet à Ezujin, lui demandant si elle peut continuer à leur fournir la sève. Ezujin répond qu'elle devra peut-être d'abord demander au cultivateur, et Yoon-su suggère qu'il signe un contrat provisoire. Yoon-su est heureux d'entendre cela, et il fait savoir à Asujin que quiconque est responsable du sap sera toujours le bienvenu au département d'alchimie. De retour à la confrontation entre Chonsu et les apôtres de la négation, l'apôtre principal remarque que Chonsu est plutôt calme pour quelqu'un qui est en infériorité numérique. Il se demande pourquoi Chonsu est si confiant, et d'un autre côté, Chonsu se demande comment il va abattre les squelettes qui s'approchent de lui. Alors que les squelettes se précipitent vers lui, Chonsu active la compétence de décapitation de masse, et il élimine toute l'équipe de squelettes d'un seul coup. L'apôtre est surpris de voir ses subordonnés voler dans les airs comme s'ils étaient des plumes. Chonsu ajoute à la misère en disant à l'apôtre que ses subordonnés sont assez faibles. Chonsu se tient au-dessus des os, demandant à l'apôtre s'il est prêt à se rendre. Cependant, l'apôtre n'est pas sur le point de perdre face à un simple fermier dégradé. L'apôtre sort un orbe, et en utilisant l'orbe, il invoque un monstre géant appelé Héraclès. Héraclès a l'air absolument terrifiant avec une tête de lion attachée à son épaule gauche. Au lieu de s'enfuir de peur, Chonsu trouve toujours un moyen de rabaisser l'apôtre, en lui disant qu'il est très mauvais pour donner des noms. L'apôtre se moque de Chonsu, lui disant qu'il est sur le point de regretter ses actions parce qu'Héraclès est une arme qui vaut beaucoup d'argent. L'apôtre ordonne alors à Héraclès de s'en prendre à Chonsu. Héraclès lance son coup de poing géant, mais il l'esquive facilement. Avant qu'Héraclès ne puisse faire un autre mouvement, Chonsu lui lance sa faucille et l'envoie au paradis en un seul coup. Héraclès s'écrase au sol, choquant l'apôtre qui se vantait déjà de la force d'Héraclès. L'apôtre crie de douleur, disant qu'Héraclès est un monstre qui l'assemble depuis 10 ans, et que Chonsu l'a abattu comme si de rien n'était. L'apôtre se tourne ensuite vers son subordonné, soit, un apôtre de 4e génération, pour la gronder de ne pas avoir rejoint le combat. Soit rappelle au type que c'est lui qui s'est attaqué avec confiance à Chonsu, et elle ne voit aucune raison pour laquelle il devrait se plaindre après s'être fait battre par un fermier. Soja dit au type qu'elle est prête à se salir les mains, mais qu'elle recevra des frais supplémentaires. Après tout, son rôle était de guider le chemin et rien d'autre. Chonsu sourit et s'enthousiasme pour la chose jusqu'à ce que Soja tourne son regard vers lui et que ses yeux deviennent rouges. C'est à ce moment qu'un conseil arrive, disant à Chonsu que Soi utilise la compétence appelée négation de la vie qui place une malédiction sur la cible. Le système n'édulcore pas la dangerosité de la compétence, et avant que Chonsu ne s'en rende compte, il est tombé sous la compétence de Soi. Le type ennuyeux commence à rire quand il réalise que Chonsu est tombé dans le piège de Soi. Il dit à Chonsu qu'il est sur le point d'être témoin de ce qui arrive quand quelqu'un traverse la négation. Soi crie sur le type, lui disant de ne pas oublier la vraie raison pour laquelle ils sont venus en premier lieu. Le type se dépêche de retrouver le pommier, mais il promet de se venger plus tard pour sa création brisée. En traversant les bois, il sent l'odeur des pommes et comprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant d'arriver. Soudain, il remarque un léger mouvement derrière lui, mais quand il se retourne, il ne voit personne. Il est perplexe, car il ne sait pas où est cette personne. Soudain, Rohan apparaît au-dessus de lui et, grâce à la popularité de Rohan en tant que maître d'épée, le type le reconnaît. Cependant, cela ne l'aide pas beaucoup car Rohan le terrasse. Pendant ce temps, Chonsu ouvre soudainement les yeux et se retrouve sur terre. La dernière chose dont il se souvient, c'est de s'être battu contre la négation, mais il était soudainement apparu ailleurs. Il se rend compte que les choses semblent totalement différentes de ce qu'il connaît. Juste à ce moment-là, il entend ses parents l'appeler par son nom derrière lui. Il se retourne pour voir que ses parents sont réellement là, et son visage s'illumine de joie alors qu'il se précipite vers eux. Il saute dans leurs bras et les serre fort tandis que des larmes coulent sur son visage. Chonsu crie fort, demandant aux deux où ils étaient jusqu'à présent, et il les supplie de ne plus jamais partir. Soudain, sa plus grande peur commence à se réaliser devant lui. Ses parents le repoussent et s'éloignent alors qu'il hurle, les suppliant de ne pas partir. Chonsu crie de douleur, mais soudain, Rohan le sort de l'étrange rêve qu'il fait. Il lui dit qu'il souffre du tour de Soi, et ce qu'il a vu n'était pas réel. Rohan avait frappé Soi au bras en essayant de sauver Chonsu, et elle n'arrivait pas à croire que Rohan se trouvait dans un endroit comme celui-ci. Soi s'effondre à genoux, et Chonsu se lance avec colère à sa poursuite avec sa faucille, prêt à la punir pour l'avoir fait pleurer. Cependant, Rohan arrive à Soi avant lui, et il la terrasse. Soi est englouti par l'eau marécageuse, et Rohan s'excuse de s'être immiscé inutilement. Cependant, Chonsu n'est pas énervé à ce sujet, mais il est même reconnaissant. Chonsu suggère alors qu'il retourne à la base pendant qu'ils reviennent pour nettoyer le gâchis. Rohan lui demande quel est son plan futur, et il révèle que son plan est de devenir la force la plus puissante du monde. Cependant, la première chose qu'ils vont faire est de s'emparer de tous les pâtés de maisons environnants. Il demande à Rohan s'il peut continuer à aider, et Rohan lui assure qu'il n'a aucune raison de refuser tant qu'il le paie avec des pommes. Chonsu assure ensuite à Rohan qu'il va le payer avec autant de pommes qu'il le souhaite. Alors qu'il retourne à la base, il rencontre à nouveau le chat noir, et Chonsu interroge Rohan sur l'accord avec le chat. Rohan lui dit avec désinvolture que le chat est l'une des 7 calamités, un prédateur territorial. Cela choque Chonsu parce qu'il pensait que le chat était un chat amical habituel,
et il se rend compte qu'il aurait pu se faire tuer sans le savoir. D'un autre côté, le soldat de la négation s'est retrouvé enfermé dans une cellule pour avoir perdu la bataille contre Chonsu. Le système lui dit qu'une pénalité de surcharge a été appliquée en raison de la différence extrême entre sa faction et la faction de bas niveau de Chan DSU. Il est tenu de payer 1 million de pièces d'or à titre de punition, et cela choque le type parce qu'il ne pense pas que la différence de puissance soit juste. Il refuse de payer l'argent, affirmant qu'il y avait un maître d'épée qui soutenait Chan DSU. Le système reconnaît alors le refus du type de payer comme une incapacité à rembourser la dette requise et serait transféré à la négation. Le type voit cela, et il panique, exhortant le système à revenir parce qu'il est maintenant prêt à payer. Juste à ce moment-là, il est traîné hors de sa cellule par les monstres morts-vivants. Et pour aggraver sa situation, un apôtre effrayant de la négation, Dan, apparaît. Elle dit au type d'expliquer soigneusement ce qui s'est passé s'il ne veut pas subir un sort pire que la mort. Le type dit à Dan qu'il a trouvé le site de culture de la pomme de l'empereur. Dan pense que le type ment pour sauver sa peau, mais il le jure, disant que c'est Rohan qui a perturbé ses plans. Dan ne veut toujours pas y croire parce qu'elle est bien consciente que les réparations n'auraient pas été fixées trop si Rohan avait combattu aux côtés de Chonsu. Le type continue de dire à Dan qu'il dit la vérité. Il mentionne que Soi a également été vaincu, et cela surprend Dan. Dan se lève alors de l'endroit où elle est assise, et elle marche vers le type. Le type perd presque son petit ego masculin alors que la dame effrayante s'approche de lui. Dana dit alors au type qu'ils ne peuvent pas tenir Soi responsable, ce qui signifie que ce sera lui qui subira les conséquences de leur échec. Dana sourit méchamment en disant au type qu'elle a une proposition. Elle saisit la tête du type et le soumet à un contrat qui fera de lui un prisonnier jusqu'à ce qu'il réalise ses souhaits. Elle dit au type de se diriger vers le site de culture et de commencer à y travailler. Le type fait valoir que c'est impossible, mais Dana menace de le transformer en mort-vivant s'il ne coopère pas. Elle lui fait savoir que la seule façon pour lui de se sortir de ce pétrin est de trouver un moyen d'infiltrer le site de culture de pommes.